En Afrique du Sud et après les émeutes, on travaille au retour au calme et à la cohésion. Le président Cyril Ramaphosa a assisté ce dimanche aux opérations de nettoyage après les terribles violences de la semaine. Son gouvernement a mis en garde contre les justiciers responsables d'attiser des tensions raciales. Quelques heures avant cette sortie, Cyril Ramaphosa avait qualifié les dites émeutes de tentatives orchestrées de déstabiliser le pays. Les soutiens de l'ancien chef de l'État, Jacob Zuma, récemment emprisonné, sont accusés d'avoir fomenté le chaos. Côté bilan, au moins 212 morts. Des pillards ont aussi saccagé des centres commerciaux et des groupes non identifiés ont incendié usines et entrepôts et bloqué des routes stratégiques pour l'économie Afrique du Sud. Plus de 200 morts dans des tensions. L'unité de la nation arc-en-ciel en péril, c'est le thème de l'émission du jour. Bonjour à chacun, bonjour à tous. Avec nous aujourd'hui, Lamine Cissé, bonjour. Bonjour, jeunesse. Vous êtes écrivain expert en communication politique. Face à vous, Patrick Armand-Poyon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur émérite en coaching intégral, président de l'association Fiat Monde. Patrick Armand-Poyon, après question pour vous. Déjà, êtes-vous surpris par l'ampleur des dégâts suite donc à l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma? Oui. J'ai été surpris qu'on ait glissé rapidement d'un problème politique à un problème social et économique. Surpris de voir ce que Nelson Mandela nous faisait percevoir, mais qu'on ne percevait pas, le problème criard de la faim après la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Quelqu'un a dit sur un plateau que Nelson Mandela a fait preuve de compromission en renonçant à la bombe atomique. Mais il n'a pas compris que les problèmes économiques de faim, d'eau potable, de centres de santé, d'éducation de l'Afrique du Sud ne permettaient pas de mettre des milliards dans une bombe qui ne servira à personne d'autre, à personne. Bref, c'est pour dire que Nelson Mandela avait vu juste de commencer très tôt à penser au problème de la faim. Je vais vous donner une image. Lamine Cissé. En face de qui il y a de l'armée, toute l'armée. L'armée était là, plein. Et ils disent qu'ils guettent le bon moment pour attaquer l'armée afin de rentrer dans le supermarché pour avoir au moins quelque chose à manger. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est-à-dire ils veulent attaquer l'armée pour aller chercher un peu de biscuits. Ils veulent attaquer l'armée pour aller chercher un peu de fromage, un peu de ceci. Ah, là, c'est sérieux. Et je dis donc que j'ai été surpris. Je m'attendais à une manifestation politique, mais nous avons eu affaire beaucoup plus à une manifestation sociale de personnes ayant faim et ayant envie d'en découdre avec l'armée pour aller manger. Alors, Lamine Cissé, c'est une situation, on va dire, un retour au calme, mais le calme est précaire actuellement dans le pays. On parle de 212 morts, et puis le bilan n'est peut-être pas assez chiffré. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'on en vienne à constater autant de dégâts, beaucoup de magasins pillés? On a l'impression que l'Afrique du Sud est en état de siège. Oui, mais moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas du tout surpris parce que quand on voit là où a quitté l'Afrique du Sud, la période de l'apartheid, de la répression, les enfants ont grandi presque dans la terreur, ils ont grandi dans le combat quotidien. Et que l'avènement de Nelson Mandela était un espoir pour le peuple sud-africain. Mais est-ce que cet espoir a été réalisé? Toute la question se pose. Est-ce que les 90% des Noirs, n'est-ce pas, sont mis dans les conditions idoines pour se sentir à part entière sud-africain? C'est là le problème. Est-ce que toujours il n'y a pas une grande minorité qui s'accapare des richesses du pays? C'est ça le problème. Donc, c'est comme on a l'habitude de dire, c'est toujours une goutte de trop qui fait déborder le vase. C'est ce qui s'est passé. Et ça, là, c'est-à-dire qu'en bonne analyse politique, la plupart de nos pays africains sont à ce niveau-là.
la goutte de trop va toujours faire déborder le vase. Parce que on ne peut pas comprimer un peuple tout le temps. Le peuple sud-africain est en guerre depuis l'apartheid. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont en guerre. Parce que Nelson Mandela a permis, n'est-ce pas, de baisser la tension. Mais en baissant la tension psychologiquement, en essayant de montrer le cap, la voie aux gens pour leur dire que ce dont j'ai été victime est un combat universel. Ce n'est pas un combat pour la peau noire, c'est un combat pour tout le monde. On ne devait pas avoir dans notre pays ces divisions-là. Et surtout qui soient encadrées par une loi. Donc il y a un combat, c'est-à-dire une bataille de gagner. Mais la principale bataille, c'était d'équilibrer, d'amener socialement l'économie, la distribution des richesses pour la plus grande majorité des populations. Ça, c'est un facteur déterminant. L'autre facteur qui est comment dire, Jacob Zuma. C'est l'Inkatha Zulu. C'est un combattant. Il a pris les armes pour se battre. Il a fait 10 ans de prison. Il a dirigé l'ANC. Donc, du point de vue ancrage socio-politique, c'est un homme. Donc, lui, je crois que le mettre en prison, ça a créé, ça fait des effets d'entraînement. Ça a réveillé, c'est-à-dire que le feu, c'est comme si tu mets de l'huile sur l'essence. Et là, pourquoi je dis je ne suis pas surpris, tous les pays sont dans la même dimension. C'est ce qui s'est passé au Sénégal. 1 + 1 + 1 + 1. On a enfermé, on a touché Sonko, les gens ont dit ça suffit. Mais les gens sont allés dans les magasins pour dire on a faim. OK? Parce qu'en fait, chacun est en guerre contre quelque chose dans ce pays-là. Donc, je crois que moi, ça ne m'a pas surpris. Et je me suis dit, peut-être que ça va permettre un réveil aux gouvernants pour comprendre, mais quelles sont maintenant les priorités sur lesquelles il faut se faire pour que cela ne se fasse plus jamais en Afrique. Patrick Armand-Poyon, est-ce que l'Afrique du Sud aujourd'hui a un problème de priorité? On a l'impression peut-être que les dirigeants actuels, le président Cyril Ramaphosa en tête, n'est pas assez conscient de la situation. Il a paru lui-même surpris, pris de court déjà, notamment face aux forces de défense et de sécurité qui n'ont pas assez anticipé la chose. Il y a eu beaucoup de dégâts parce que les soldats et donc les policiers n'étaient pas déployés en masse à certains endroits. On l'a vu sortir et accuser, on va le dire directement, le camp Jacob Zuma d'être instigateur de tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'on a affaire à un pouvoir qui n'était pas assez préparé? Vous savez, le riche ne pourra jamais comprendre le pauvre tant qu'il n'écoutera pas le pauvre. Le riche ne pourra jamais comprendre le pauvre tant qu'il n'écoutera pas le pauvre. Donc, à partir de cet instant, tant que nos chefs d'État seront dans leur palais, entourés de personnes qui, comme eux, profitent du pouvoir et très loin du peuple qui souffre, il y aura problème. Je vais vous donner une image. Un jour, le président Félix Houphouët-Boigny était en train de faire un bain de foule. Et il voit un monsieur qui avait envie de lui parler. Il sentait que le monsieur avait envie. Alors, il fait signe au monsieur de venir et demande au garde-corps de le laisser venir. Et il dit au monsieur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et le monsieur lui dit, j'ai une maison qu'un de tes collaborateurs a louée depuis 2 ans. Il ne paie pas de loyer. Il dit que c'est vous qui êtes au pouvoir et il ne me paie pas de loyer. Et le président demande à un garde-corps, tu pars avec lui, tu récupères son loyer aujourd'hui, sinon toi et le collaborateur, vous avez des problèmes avec moi. Le monsieur a récupéré son loyer. Combien de chefs d'État font ça? On a créé une radio au Bénin que quelqu'un a créée avec des instruments qu'il a ramassés sur des tas d'ordures. Et donc, avec des lanternes, avec des bidons, avec de ceci, il a fait une radio avec des cabines téléphoniques dans la ville qui permet de faire des émissions interactives. Un monsieur très utile pour la sensibilisation en matière de santé et autres. Et les autorités disent c'est pas conforme à la loi. Ils décident de fermer. Ce monsieur a eu la chance de passer par quelqu'un qui l'a introduit au président. Le président dit je ne vais pas t'écouter en vase clos et te croire. Nous allons partir en conseil des ministres en présence des protagonistes et tu vas exposer. Le monsieur vient en conseil des ministres. Il remet une lanterne au président. Le président dit non, il y a lumière ici. Il dit non, c'est la radio. Le président prend la lanterne
Et effectivement, le monsieur commence l'émission et le président entend dans la lanterne. Et il demande à ses collaborateurs, comment appelle-t-on un monsieur comme ça? Personne ne parle. Il dit, un monsieur comme ça est un génie. Et il dit, qui a osé dire qu'il va fermer la radio de ce génie? Personne n'a parlé. Il dit, bon, mon frère, tu peux aller travailler. Ceux qui dirigent le Bénin sont ici et aucun n'a avoué qu'il veut fermer ta radio. Et le monsieur dit, j'ai besoin d'autre chose. Le président dit quoi? Il dit, j'ai besoin de courant. Il n'y a pas de courant dans ma ville. Le président demande au ministre de l'Énergie de faire électrifier cette ville-là d'ici 2 mois, ce qui a été fait. Mais avant de partir, il dit une troisième chose. Le président dit quoi? Il dit une bourse. Le président dit, il ne faut pas te donner. Ils sont fâchés à cause de ce que j'ai dit. Bref, c'est pour dire que tant que le président est dans son palais, entouré de personnes qui n'ont aucun intérêt à ce qu'il entende le bas peuple, il sera étonné de la réaction du bas peuple. Mais je voudrais préciser que ce n'est pas un problème de l'Afrique. Un jour, sur la marche du siècle, on a montré la famine dans un pays africain à Nicéphore Soglo et on lui a demandé de commenter. Et il a répondu ceci. Pourquoi quand vous parlez de faim, vous pensez immédiatement à l'Afrique? Vous êtes allé dans les bidonvilles du Japon, au Pérou, au Venezuela, aux États-Unis, en Chine, en France, en Europe, pour voir ce qu'on appelle famine, ce qu'on appelle difficulté. Bref, partout dans le monde, il y a un fossé très grand entre ceux qui ont faim et ceux qui gèrent l'argent de l'État. Et ce fossé-là doit être comblé par un dialogue direct, très souvent, entre les gouvernants et le bas peuple. Voilà qui est clair. Nous allons ensemble suivre une sortie donc du président Cyril Ramaphosa qui a donc assisté hier dimanche aux opérations de nettoyage après les terribles violences de la semaine en Afrique du Sud. Il s'est positionné pour la paix, pour l'unité. Nous allons suivre un extrait de ses propos et revenir juste après ceci. Make sure that we gather our wits, we gather ourselves. Nous allons faire en sorte de réfléchir et nous retrouver et de faire le point sur ce qui s'est passé ici. Mais la seule chose positive que je puisse dire est que cela nous a unis en tant que peuple d'Afrique du Sud. Notre peuple est uni. Il faut tirer les leçons des failles, observer et se concentrer notamment sur l'avenir. Je viens de constater l'unité de tous et les gens veulent défendre notre démocratie, notre constitution et notre économie. Mais ils sont également déterminés à reconstruire. Et il s'agit maintenant de se concentrer sur la reconstruction, de s'assurer que nous créons quelque chose de plus solide et de rétablir les moyens de subsistance. Beaucoup de gens ont perdu leur emploi car les magasins et les centres commerciaux ont été saccagés. Mais nous allons reconstruire. Je suis plus déterminé que jamais à ce que notre processus de reconstruction soit au final beaucoup plus fort. Lamine Cissé, une réaction à la sortie du président, de l'actuel président de l'ANC et de l'Afrique du Sud? Je vois dans sa nature humble, militant ANC. Ok, c'est extrêmement important. Parce que tu vois, tous ces deux personnes-là, Jacob Zuma, tout ça là, c'est des gens, c'est des combattants. Ils sont passés par des périodes de braise de l'Afrique du Sud. Ils ont donné leur vie pour que le pays redevienne comme tous les autres pays normaux. Bon, maintenant, tous les autres pays normaux du moins. Maintenant, vous voyez, Cyril Ramaphosa, le ton est humble, la façon de parler c'est des révolutionnaires, c'est des gens qui durant tout le temps ont aidé. Maintenant, tant qu'ils ne règlent pas le problème social et économique de l'Afrique du Sud, les mêmes scénarios se passeront. Je tiens le mot que coach Patrick a utilisé. Le fossé est trop grand. Ce fossé-là, c'est la gouvernance mondiale même qui a créé ce fossé trop grand. Mais quand nous allons dans le cadre de l'Afrique du Sud, le fossé est trop grand sur le plan de l'économie, mais le fossé est trop grand aussi sur le plan de le formatage des mentalités. Parce qu'en fait, pendant presque
2 siècles, ce peuple-là est un peuple debout qui se bat. Donc, ces violences-là, c'est un peu lié à la nature même du Sud-Africain. À la nature, parce que, j'ai dit, les enfants qui ont grandi dans les townships, là, etc., là, mais voir les cadavres, là, c'est rien, ils en ont vu. Ils courent, les balles sont là, etc. Demain, tu sors, tu ne sais pas si tu vas revenir. Donc, ils sont aguerris pour ça. OK? Donc, je crois que il faut que, puisque nous avons nos frères qui gouvernent aujourd'hui, on dit, bon, on laisse nos frères, l'espoir est permis. Ça, depuis combien de temps maintenant? C'est pourquoi j'ai dit, c'est la solution qui peut, définitive, qui peut amener ce problème-là, c'est vraiment de la redistribution. Les terres, le problème agraire, le problème foncier est un problème récurrent en Afrique du Sud. Le problème de l'emploi est un problème récurrent. Donc, on a vu tant soit peu certains Noirs qui sont sortis du lot, qui ont prospéré. Voilà, qui ont prospéré. Notamment le président Cyril Ramaphosa. C'est-à-dire qu'en fait, l'impact est par rapport à la masse criate est presque nul. Je crois qu'il faut que la gouvernance soit autrement. Là, maintenant, c'est un signal fort. Je crois que le président de la République, à partir de cet instant-là, il peut prendre des décisions parce qu'en fait, personne ne dira que c'est des décisions discriminatoires. Il faut prendre des décisions. Il faut amener tout le monde sur la table de négociation pour dire si nous ne faisons pas ça dans notre pays, les violences iront en s'accroissant. Ça, c'est clair. Parce que, vous savez, il y a 2 ans, ils se sont attaqués, les Sud-Africains s'attaquaient aux étrangers. Pour dire que c'était eux qui arrachaient les emplois, voilà. Notamment des Nigériens. Donc c'est depuis cet instant-là que les gouvernants doivent prendre des mesures draconiennes pour régler les problèmes. Parce que là, c'est pas la négociation, c'est pas la diplomatie, c'est régler les problèmes économiques en Afrique du Sud. Et c'est possible. Il faut réduire drastiquement les inégalités sociales. Il y a des gens qui ont des salaires faramineux en Afrique du Sud. Il y a des gens qui sont dans l'opulence et qui continuent. Et les populations croupissent dans la misère, ça ne peut pas continuer, franchement. Patrick Amanpoyon, faut-il effectivement toucher au point sensible? Je veux parler notamment de la réforme agraire. Beaucoup parlent d'arracher les terres aux Blancs qui donc continuent de monopoliser les grandes richesses du pays et de les redistribuer aux Noirs. Les Noirs ont-ils, je dirais, l'expertise pour cultiver ces terres-là et en tirer le meilleur comme le font ceux qui en avaient l'expertise? On a l'exemple zimbabwéen qui n'a pas prospéré. L'État est tombé en faillite. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que la grande majorité, l'écrasante majorité des Noirs sud-africains se sentent un peu plus à l'aise? La situation sécuritaire est délétère, il faut pas se mentir, on peut être abattu n'importe où en Afrique du Sud. Il y a vraiment un problème et on a l'impression que les gouvernants ne réagissent pas. Non, on a l'impression que les gouvernants ne réagissent pas et puis on entend sur les plateaux des solutions, réforme agraire, il faut donner à manger à tout le monde, il faut faire ceci. Ça ne se gère pas à coup de baguette magique. Il n'y a personne qui a une solution pour l'Afrique du Sud en ce moment. Personne. Je vais vous donner un cas et je vais vous dire là où je pense qu'il faut passer. Vous savez, il y a eu un sommet de la francophonie au Mali. Et la francophonie a eu l'ingénieuse idée, sous le président Diouf, de demander de rassembler les jeunes de l'Afrique pour réfléchir eux-mêmes à leurs préoccupations et soumettre des propositions au chef de l'État. À l'époque, j'avais un ami qui était chargé d'organiser ce sommet et je lui ai dit qu'on doit prendre des experts pour travailler et proposer à ces jeunes des schémas. Ces jeunes vont débattre de ça et proposer ça au chef d'État. Il m'a dit le budget ne permet pas. Donc bref, on a réuni les jeunes, ils ont fait les discours de protestation, les chefs d'État sont arrivés et ils ont répété tout le temps dans leurs discours, nous voulons des emplois, nous voulons ceci, il faut nous donner des emplois, il faut créer des emplois. Et le président El-Khadji Bongo était chargé de leur répondre. Et il prend la parole, il dit ceci: tout le monde ici veut régler les problèmes d'emploi pour être populaire dans son pays. Tout le monde, tous les chefs d'État, sans exception aucune. Et nous avons essayé tout ce que les intellectuels nous ont donné, ça n'a pas marché. On espérait que vous, les jeunes, vous allez au moins venir avec d'autres propositions et vous venez avec des protestations. À quoi servit tout l'argent qu'on vous a donné? C'est pour protester. Et en réalité, c'est ça.
Donc, on peut dire, il faut que le président fasse ceci, il faut que le président fasse ceci. Mais le vrai problème n'est pas de régler le problème, puisque le problème ne peut pas être réglé comme ça. Ça demande de la mobilisation financière, ça demande des circuits où il n'y a pas de corruption. Et ce n'est pas en un mandat de 5 ans qu'on doit nettoyer les circuits de corruption. Ce qu'il faut, ce qui crée la violence, c'est que j'ai fait et on ne me permet pas de le dire. C'est ça qui crée la violence. Il faut un dialogue permanent pour permettre aux gens de s'exprimer, de proposer leurs solutions, de proposer des schémas. Sinon, on va faire réforme agraire, on remet la terre à des gens qui ont fait, qui n'ont pas l'argent pour produire, qui n'ont pas les expertises, et on dit on a pris chez les autres. Non, cette logique d'opposer les riches et les pauvres n'est pas une bonne logique, parce qu'on a besoin aussi de capital pour que les autres aient de l'emploi. Je crois que c'est le dialogue régulier qui permet aux gens au moins de pleurer. Ils n'ont aucun canal d'expression. Quel est le canal par lequel ce jeune qui dit qu'il guette l'occasion d'attaquer l'armée pour aller chercher un peu de paix, quel canal il a pour parler au président Ramaphosa? Aucun. Donc, créons des canaux pour qu'il soit entendu. Et dans ce dialogue, il y aura des solutions, mais pas les solutions sur les plateaux que nous donnons souvent, qui ne s'adaptent pas aux réalités du terrain. Il faut que nous comprenions. Personne, c'est bien beau, hein, on est dans l'opposition, on dit il faut. On arrive au pouvoir, on n'arrive à rien faire. Parce que le système n'est pas aussi facile que ça. Donc voilà pourquoi je dis, il va falloir qu'on fasse attention. Il n'y a pas de solution magique, mais de la discussion peut jaillir la lumière. Par rapport à ces émeutes-là, Cyril Ramaphosa accuse des soutiens donc, de l'ancien président Jacob Zuma de tentatives orchestrées de déstabiliser le pays. Selon vous, est-ce qu'on a effectivement essayé de profiter de l'arrestation de Jacob Zuma pour arriver à tout ce qui s'est passé? Il n'a rien compris. Il n'a absolument rien compris. C'est les gens qui vont dans les magasins pour chercher à manger, là. Eux, ils vont déstabiliser quel pays? Ceux qui vont casser les boutiques, là, pour amener la nourriture à la maison. C'est ce qui s'est passé au Sénégal également. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont la tête d'aller déléguer un président au but de ces... Ils ont faim. C'est la fin, le problème. Mais les gens sont pauvres. Ça dit qu'en fait, je voudrais revenir un peu sur le coach, là. C'est pas une question d'opposer pauvres et riches, hein. Parce que tant que le monde sera monde, il y aura des pauvres et des riches. Parce que la pauvreté est une dynamique de l'existence. Sans la pauvreté, la vie va être comment? Tout le monde doit être riche? Non, c'est pas possible. C'est pas d'opposer le pauvre. On dit la richesse que nous avons en commun. Nous sommes dans un pays, la République sud-africaine. La richesse que nous avons en commun ne doit pas être accaparée par d'autres et laisser d'autres à rade. Parce que cette richesse appartient à tout le monde. C'est pas ça. Mais celui qui se lève et crée une initiative, et crée une dynamique, et crée sa propre richesse, et il travaille par son intelligence, on ne parle pas de cela. On parle de l'État à qui on a donné le diamant de l'Afrique du Sud, l'or de l'Afrique du Sud, toute la terre, comme on appelle réforme agraire. Mais c'est la terre de l'Afrique du Sud. On a donné à un gouvernant. Ça fait 20 ans aujourd'hui, hein, après l'apartheid. Ça fait plus de 20 ans aujourd'hui. Mais ce n'est pas un mandat de 50 ans dont on parle. C'est plus de 20 ans. Qu'est-ce qui est réglé en Afrique du Sud, réellement? Où les populations se sentent que... C'est de cela qu'on parle. On dit dans la gouvernance, tout ce qui appartient aux populations, il faut faire de telle sorte que les richesses soient distribuées. On ne dit pas l'égale distribution, mais que chacun se sente dans ces richesses-là. C'est de cela qu'on parle. Et par ailleurs, c'est en train d'être fait. Pourquoi chez nous, non seulement nos richesses sont accaparées par les gens qui sont à l'extérieur de notre pays, mais à l'intérieur du pays, nos gouvernants là, c'est eux qui détournent nos fonds. C'est eux qui s'enrichissent au détriment des populations. Il y a tellement de riches exponentiels en Afrique du Sud qui ont tiré que des richesses du pays. Mais quand même, on est en train de voir des gens qui détournent des millions. Jacob Zuma, pourquoi ils l'ont amené prison. Pourquoi ils l'ont amené en prison? Il a été accusé de quoi? Ces complices-là, ils sont où? Mais c'est comme ça, c'est-à-dire qu'en fait, c'est de cela dont on parlait. Alors maintenant, pour cela, il faut que toi qui as la destinée du pays en main, Cyril Ramaphosa, tu devais avoir un autre regard par rapport à cette situation que de dire complot. Quel complot? Règle les problèmes. Il y a des problèmes en Afrique du Sud. Quand on parle de réforme agraire, la terre appartient au peuple sud-africain. Mais avant qu'il y ait alternance, avant l'apartheid,
il y a 100 ans, plus de 200 ans en arrière. Et après l'apartheid, cette terre africaine, les populations ont été expropriées de leur terre. Et c'était des minorités qui ont pris ça pour mettre ça en valeur. Eux, ils sont là, croisés les bras, on a pris leur terre. Mais il faut régler cette injustice-là. Cette injustice-là ne peut être réglée que dans le cadre sud-africain. Ils n'ont qu'à s'asseoir ensemble pour dire qu'est-ce qu'il faut faire. Parce que vous voyez, que même les riches sont en danger en Afrique du Sud. Hein. Si la pauvreté s'accentue dans un pays, les riches même sont en danger. Tu as dit, le chanteur de la Côte d'Ivoire, on l'a tué comment? Abattu. Il est allé prendre ses enfants à l'école, ils ont voulu prendre sa voiture, ils l'ont abattu comme ça, comme dans la rue, comme un chien, quoi. C'est ça le scénario en Afrique du Sud. C'est de cela qu'on parle, il faut des solutions immédiates. Et ces solutions-là sont d'abord économiques. L'économie a un impact sur le social. C'est vraiment important. Voilà qui est clair. Alors, hier dimanche, c'était Mandela Day, en l'honneur donc du président de l'Afrique du Sud démocratique, une occasion, selon vous, de penser un peu la démocratie sud-africaine, une démocratie assez jeune, faut-il le rappeler, Patrick Amampoyon? Déjà, je vous ai dit ceci. On dit souvent sur les plateaux, le président n'a rien compris. Mais il a tous les arcanes de communication et d'information dans son pays et il n'a rien compris. Je voudrais qu'on fasse attention à ce genre de déclaration et je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, les gens veulent que le président dise ce qui est. Et quand le président ne dit pas ce qui est, on dit qu'il n'a rien compris. Il a très bien compris. Mais lui parle pour obtenir quelque chose. C'était une sortie politique. Obtenir la fin de cette attaque. Il parle parce que en dehors de ceux qui sont dans la rue, en train de vouloir rentrer dans les supermarchés, nous avons entendu des présidents de partis politiques qui ont dit qu'ils vont s'ajouter à la foule. Donc, il règle d'autres problèmes à travers cette déclaration et avec l'armée, il règle d'autres problèmes. Donc, il ne sait pas qu'il n'a rien compris, il a très bien compris, mais il fait de la communication de crise. Il faut faire très attention. Lui, il a la gestion du pays. Il peut pas faire des choses facilement comme Lamine. Lui, il dit ce qu'il faut pour que l'État reste debout et non ce que Lamine veut qu'il dise. Donc, il faut faire la nuance entre les deux. Maintenant, revenons à l'hommage à Mandela. Je vais vous expliquer ceci. Le vrai problème de l'Afrique du Sud, comme le vrai problème de la Côte d'Ivoire, comme le vrai problème du Gabon, c'est que celui qui a dirigé l'Afrique du Sud avant les autres est tellement grand, a tellement mis la barre tellement haute qu'il est difficile aux gens qui sont juste après lui de comprendre et de porter aussi haut que lui. C'est ça. Nelson Mandela, je vais vous donner des exemples très simples, les obsèques de Nelson Mandela. Mais là, il s'est oublié d'inviter les Africanais. Alors que Mandela, il dit, j'ai lutté contre la domination blanche. J'ai aussi lutté contre la domination noire. Parce que ce que je rêve, c'est la domination. Ce n'est pas la couleur de peau qui m'intéresse, mais pas de domination. Donc, c'est pour dire que c'est très haut. Comprenez-les. Ce n'est pas facile de succéder à Nelson Mandela. Ce n'est pas facile de venir après Nelson Mandela. Au Bénin, vous avez vu Monseigneur de Souza. Après lui, vous avez vu combien c'est difficile au prélat après lui de rentrer dans cette chaussure. Vous voyez au Congo démocratique. Donc c'est pour dire que il est important qu'on comprenne que c'est pas facile. On peut attaquer, on peut critiquer, on va changer le président, on va faire fauteuil de chaise musicale. Quelqu'un va dire, moi j'ai toutes les solutions, il va devenir président, il ne pourra pas aussi faire. Le problème est sérieux. Il y a trop de problèmes. L'écart est grand. C'est des années pendant lesquelles il n'y a pas eu d'eau potable dans ces endroits. C'est des années où il n'y a pas eu d'école dans ces endroits. C'est des années où il n'y a rien eu. Donc, d'abord, dialoguons. Faisons en sorte que les gens comprennent qu'ils sont écoutés, qu'ils sont compris. Mais attention à ne pas penser que le président en exercice n'a pas compris. Alors, le mythe ou bien l'image de Nelson Mandela, comparativement à ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que selon vous, il y a eu une amélioration au niveau de la démocratie et au niveau de ce que représente Nelson Mandela? Hier, c'était Mandela Day, un Mandela Day qui coïncide donc avec des émeutes, plus de 200 morts. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Non, mais vous savez, Nelson Mandela, il est là présent, hein, c'est l'ANC.
C'est l'ANC qui gouverne depuis qu'il est au sein de cette ANC-là, il y a une démocratie. Vous savez, ils ont déposé combien de présidents parce qu'il a mal gouverné. L'ANC fait la pression et le président démissionne. Jacob n'était pas dans le lot. Si, il était dans le lot. Donc le problème est que, moi, d'accord, coach Patrice, je suis d'accord, il a compris, mais il a dit autre chose. Il a compris, il a dit autre chose. C'est-à-dire que ton orientation, je l'ai très bien compris. Hein. Ça, c'est... Parce qu'il faut être un stratège politique ou bien un coach à ton niveau pour comprendre cela. C'est vrai, peut-être qu'il va faire de la diversion pour d'autres cibles qu'il a fait cette communication. Mais Nelson Mandela est là. Nelson Mandela a joué son rôle. Et son rôle est fondamental pour la stabilité de l'Afrique du Sud. Jusqu'à présent, si nous n'avons pas vu une guerre civile, etc., c'est Nelson Mandela qui a posé de tout son poids. Et heureusement, cette ANC est une ANC qui... Les militants sont formés au militantisme. Parce que le Jacob Zuma là, il fait partie de l'aile gauche de l'ANC. Parce que l'ANC, c'est une coalition de partis politiques. Mais lui, il fait partie de l'aile gauche de l'ANC. Donc, ils ont une autre vision de voir. Mais cette vision-là n'a pas pu être imprimée jusqu'à présent dans la gouvernance en Afrique du Sud. Alors, il y a beaucoup de Sud-Africains qui se disent, oui, on a la liberté, on peut dire ce qu'on veut, mais on n'a pas la substance. On ne se voit pas, n'est-ce pas, propulser au devant. Alors qu'ils font près de presque 90% des populations noires et les Indiens, etc. Donc, il y avait une certaine injustice qu'il faut corriger. Il faut le corriger très rapidement. Une injustice, on corrige. Et je crois que la loi, les gouvernants sont là pour pouvoir aller dans ce sens-là. Alors, cette correction-là ne peut pas se faire aussi sans pour autant qu'on implique fortement les gens eux-mêmes, qui ont tous les privilèges, eux-mêmes, ils doivent être porteurs c'est ce que j'ai dit, porteurs de la correction de cette injustice, parce que s'ils ne le font pas, eux-mêmes, ils seront en danger, parce que l'Afrique du Sud peut éclater à tout bout de champ. Je l'ai dit également, c'est pas l'Afrique du Sud, je l'ai dit également pour le Nigeria. Le Nigeria est dans le même cas, Le Nigeria est dans le même cas où se trouve l'Afrique du Sud. Seulement, l'Afrique du Sud, les histoires ne sont pas les mêmes. Mais d'un point de vue gouvernance, injustice, corruption, etc., et brimade économique des populations, le Nigeria est dans le même cas. Ça aussi, ça peut exploser. C'est pourquoi j'ai dit la plupart de nos États en Afrique, nous sommes dans les mêmes cas. C'est la vase, la goutte d'eau de trop qui va faire déborder les vases. Et vraiment, je pense que le peuple sud-africain est un peuple vaillant, combattant. Et Cyril Maposa, je l'invite, moi, à prendre conscience de cette situation-là et prendre des décisions fortes avec son gouvernement avant la fin de son mandat. Qu'il prenne une décision très, très forte qui va aller vers l'apaisement. Sinon, ils vont s'en prendre aux étrangers. Ils vont s'en prendre... C'est-à-dire que ce qui a commencé comme ça, là, ça s'est fait une fois. Signal, alerte. Deuxième alerte, voilà. Il y a un problème qui va se poser, les gens prendront les armes. Et ce serait catastrophique. Patrick Armand-Poyon, incarcération de Jacob Zuma, condamné donc à 15 mois de prison pour avoir refusé de témoigner devant une commission anticorruption. Son procès est censé s'ouvrir ce lundi même. Qu'est-ce qu'on peut en attendre? Non, il faut dire que moi, je crois qu'avec le fait que Jacob Zuma s'est constitué prisonnier, on pouvait s'attendre déjà à ce qu'il y ait un dégel au niveau de la justice. Mais les manifestations n'arrangent pas Zuma, parce que avec ces manifestations, si Zuma, il y a un dégel au niveau de la justice, c'est comme envoyer un message pour dire dès qu'il y a manifestation, il y aura un dégel. Or, les manifestations sont en train d'être maîtrisées. Donc, est-ce qu'on va maîtriser les manifestations et envoyer un signal que les manifestations créent un dégel? C'est ça le dilemme dans lequel la justice et l'État sud-africain se retrouvent maintenant. Donc moi, je pense que, comme le dit certains, si c'est Jacob Zuma qui a initié lui-même les manifestations, ce n'est pas bien calculé. Mais si c'est des soutiens à lui qui ont réagi spontanément, on peut comprendre. Mais je crois que ça devient compliqué pour un dégel, parce qu'un dégel, après avoir géré la foudre
et envoyer encore un message que la prochaine fois que Jacob Zuma sera arrêté, on peut encore faire des manifestations, c'est pas évident. Donc bref, j'attends de voir comment ils vont dénouer cette situation, comment ils vont s'en sortir. Par rapport à la procédure donc contre l'ancien président, son procès s'ouvre. Lamine Cissé, des pistes? Oui, mais je crois que bon, pour moi, vraiment, à mon humble avis, un président ne peut pas être au-dessus de la loi. Un chef de l'État ne peut pas être... Peut-être que les procédures diffèrent selon les pays. Et que Jacob Zuma, tu vois, il s'est senti un peu frustré, d'autant plus que quand tu vois tout son parcours et les sacrifices consentis pour le pays, alors que dans le pays, il y a des gens qui n'ont même pas fait ces sacrifices-là, qui ont été des criminels, hein, qui sont là, tranquilles. Alors, quelle justice? On est en face de quelle justice aujourd'hui en Afrique du Sud? Je dis, il y a des gens qui ont engendré des milliers de morts, qui ont engendré des centaines de morts en Afrique du Sud. Sous le coup de réconciliation et pardon, ils sont tranquilles. OK? Lui qui a pris les armes pour se battre contre cette injustice-là, il a fait une erreur, on dit qu'il est de gestion, etc. On est en train de le traquer et des gens sont en train de mourir. On est devant quelle justice en réalité? C'est ça la vérité. Donc moi je pense que si je vois dans sa position la frustration et les gens se disent mais écoute, il y a ça, il y a tel cas, pourquoi on laisse et c'est plus grave et c'est lui qu'on s'en prend, ça se comprend. Donc je crois que là où la justice voudrait sévir et que cette justice va créer des troubles, il faut mettre la justice là de côté et chercher la paix. Parce qu'il n'y a de valeur que la paix aujourd'hui. Alors je crois que le président Cyril Ramaphosa fera preuve, n'est-ce pas? Parce que la justice sud-africaine, quoi qu'on dise, est plus ou moins indépendante. Hein? C'est des gens qu'on ne manipule pas trop. Facilement. Ouais, facilement. Donc, wait and see. Patrick Arvan-Poyon, son procès pour corruption dans une affaire distincte de peau de grain de plus de 20 ans. C'est ce procès-là qui reprend. Que doit-on attendre? Parce qu'on rappelle qu'il est en prison pour avoir refusé de se présenter devant une commission qui, a priori, n'avait même pas vocation à le poursuivre, à peut-être transmettre des dossiers vers une autre juridiction. Mais cette fois-ci, c'est le gros lot qui sort contre Jacob Zuma. Oui, en fait, c'est que, en réalité, Jacob Zuma a une posture de combattant au lieu d'avoir une posture de justiciable. Je crois qu'on aurait eu, comme je l'ai dit la dernière fois sur le plateau, je me demande même s'il aurait été destitué, s'il avait eu une posture de justiciable. Le problème, c'est qu'il a eu, dès le départ de ce dossier, une posture de combattant. Et je l'ai dit sur ce plateau, c'est valable dans tous les pays du monde. Lorsque la justice te réclame un poulet, il faut répondre de ça. Mais si tu vas en cabale contre eux, ils vont fouiller ta vie. Et je crois que la dernière fois, mon vis-à-vis a eu un exemple très éloquent de ce jeune homme qui avait un problème avec son patron et tout le monde a voulu faire la médiation, il a refusé. Finalement, il va au plus haut tribunal et le patron dos au mur a dû fouiller sa vie et constater qu'il avait un faux diplôme et c'est ça qui a été jugé au tribunal et c'est lui qui a été condamné. Donc, il faut avoir cette posture de dire on me reproche un poulet, que ce soit vrai ou que ce soit faux, celui qui me reproche ça a des motivations pour ça. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on en discute sans que je le porte atteinte tout de suite à sa crédibilité, tout de suite à ceci ou cela. Si on ne fait pas ça, on va, parce que cet homme dans lequel on va fouiller toute la vie, on ne trouvera rien, ça n'existe pas. Vous avez vu en France, François Fillon, il aurait rapidement présenté sa démission comme candidat qui n'aurait pas eu tous ces dossiers qui allaient sortir. Donc c'est très important, cette posture de va-t-en-guerre, de combattant face à la justice ne marche nulle part dans le monde. Et il faut que, même que souvent quand M. Lamine dit en Afrique, la situation est pareille, c'est pareil partout dans le monde. En France, il y a des gens qui ont plus fait qu'en Afrique. En France, il y a des gens qui ont plus fait qu'en Afrique. Les gilets jaunes ou je ne sais pas quoi là, c'est pas en Afrique du Sud, hein, c'est pas en Afrique, hein, c'est en France. Donc en France, il y a des gens qui ont plus fait qu'en Afrique. En Afrique, dans plusieurs pays d'Afrique, il n'y a pas cette fait-là, parce que le système de solidarité joue. Mais l'Afrique du Sud est un cas particulier. L'apartheid a embrigadé des gens qui étaient dans une prison à ciel ouvert pendant des années.
des dizaines d'années. Et donc, un beau matin, ils se retrouvent libérés, mais le pays n'a pas les moyens de faire face à leurs besoins. Il faut qu'on tienne compte de ça. Donc, vraiment, je crois que c'est planétaire. Partout dans le monde, les gens ont fait, et si on ne fait rien, ça va capoter. Je vais vous donner un exemple très simple. Sur un plateau de télévision au Burkina, je disais exactement ceci. C'est 20% de Burkinabés qui votent. Les 20% votent en majorité pour Blaise Compaoré. Le jour où les 80% vont se lever, ils vont chasser toute la classe politique. 4 ans après, les 80% se sont levés, ils ont chassé la classe politique. Et donc, c'est très important qu'on ne minimise pas la minorité silencieuse, ou la majorité même silencieuse. Qu'on ne minimise pas ceux qui ne parlent pas. Parce que dans tous les pays du monde, ce problème est là. Dialoguons, trouvons un canal d'expression aux gens, qu'ils aient la possibilité de se plaindre. Parce que celui qui a fait, même s'il a au moins la possibilité de se plaindre, il est moins violent. Jacob Zuma doit répondre de 16 chefs d'accusation de fraude, corruption et raquettes liés à l'achat en 1999 de matériel militaire auprès de 5 sociétés d'armement européennes. Ouais, mais... Il était vice-président à l'époque. Oui, maintenant, je crois que déjà, quand on lui a dit qu'il se constitue en prisonnier, il est déjà inculpé. Et je crois, si par exemple, si c'était au Sénégal ou ailleurs, on dit qu'il y a des tribunaux de privilèges, c'est-à-dire la haute cour de justice, et il pouvait être sous contrôle judiciaire et aller venir en tant que président. Oui, mais il a refusé. Plusieurs fois, il a boycotté ces assises-là, arguant notamment de problèmes de santé. Il a plusieurs fois fait faux bond devant la commission constituée et dirigée par le vice-président de la Cour constitutionnelle, Raymond Zondo. C'est ce qui fait que la Cour constitutionnelle l'a condamné et l'a aujourd'hui obligé d'aller se constituer prisonnier en quelque sorte. D'accord, mais ils n'ont qu'à... Il a fait obstruction à la justice sud-africaine. Ouais, d'accord, ils n'ont qu'à... Bon, je crois que la justice, elle est aussi très faible, c'est pas la sécurité. Mais il faut qu'elle soit égale pour tout le monde. Je crois qu'à partir de Zuma, je pense que d'autres dossiers vont s'ouvrir. Parce qu'il y en a tellement de dossiers en Afrique du Sud. Il y a plein de familles qui sont citées notamment. Voilà, donc je pense que la justice n'a qu'à faire son travail, mais dans l'équité. Mais moi, j'ose croire que ce n'est même pas... c'est-à-dire que les gens ont profité de manifester leur indignation, leur ras-le-bol, chacun selon ce qui le concerne, son agenda sur ce terrain-là. En plus de Ramaphosa, mais c'est le peuple sud-africain qui veut montrer qu'il est fatigué. Il y a la pauvreté, il y a la misère, il y a l'injustice. C'est ça qu'ils ont exprimé dans la rue. Donc je crois que la justice peut continuer à faire ça. Maintenant, c'est vrai, tout le monde, le monde aussi a faim, mais les fins sont relatives selon les pays. Vous prenez la France, oui, la France, il y a des mesures sociales qui se font, même le chômeur a quelque chose à la fin du mois en France. Ici, quand tu chômes, tu deviens mendiant dans la rue. Et ensuite, nous avons, ici en Afrique, des dirigeants qui n'appliquent pas la démocratie, qui appliquent la dictature, qui détournent. On les voit, ils sont en train de détourner. Là, quand tu es ministre, là, on te nomme ministre, là, c'est la fête, on fait chez toi. Alors que quand tu es ministre, tu devais aller à l'église ou à la mosquée pour prier que Dieu me préserve et Dieu te conduise. Mais c'est la fête. Oh, il est ministre, maintenant il est milliardaire. Parce que quand on est ministre, c'est lié à un milliardaire ici. Quand on a un poste gouvernemental, c'est milliardaire. Donc nous, la fraude là, on ne cache pas ça. On montre que là-bas, là, c'est juteux. On doit aller voler l'argent public. C'est différent. C'est différent. Nous sommes exploités doublement. Nous sommes exploités par le système impérialiste et nous sommes exploités par nos propres frères. Donc, le peuple africain subit une double exploitation. La malnutrition, on ne se soigne pas, etc. En France, le français se soigne. Au moins, si les malades, on l'amène pour le soigner. Mais nous, ici, là, les femmes continuent à mourir dans les charrettes. Il n'y a pas d'hôpitaux. Non, la misère, on ne peut pas comparaître. Évidemment, misère, c'est misère. Là, le misérable français, là, il est différent du misérable africain. Ça, il faut carrément identifier cela.
Et quand vous marchez dans la rue, le décor est très éloquent. Le décor, tu vois, une femme, le dos, enfant, tu as le fardeau au dos. Les émigrants, là, regarde, il y a des familles, ils prennent 3, 4, 5 enfants sur les émigrants pour aller à l'école. Parce que ça ne va pas, il n'y en a pas. Nous sommes dans la misère. Ce n'est pas un problème de fait, on est dans la misère. Donc la plupart des populations africaines vivent misérablement. C'est pourquoi je dis... quand on spécifie les cas, on ne peut pas comparer le cas français, le cas américain, etc. à nous. Là-bas, si tu n'es pas paresseux, nos compatriotes sont là-bas, non? Chez eux, là. Ils se battent, mais ils s'en sortent. Avec le combat qu'ils mènent là-bas, là, ils parviennent à entretenir leur famille, à construire les maisons, etc. S'ils sont là, ils ne parviennent même pas à le faire. C'est dramatique. Patrick Armand-Poyon, l'audience prévue donc pour s'ouvrir sera virtuelle en raison de l'instabilité, notamment dans la province. C'est une annonce du juge en charge de l'affaire. Jacob Zuma ne sera donc pas sorti de prison pour aller y assister. Quelle est votre lecture de ce procès qui s'ouvre dans des conditions assez particulières? Mais ce sont les conséquences du fait qu'ils ont réagi. C'est pourquoi il dit que le combat dans la rue doit être utilisé stratégiquement et à bon escient. Le combat dans la rue ne doit pas être utilisé à tout va. Aussi, je me réjouis qu'aujourd'hui, on ne confond plus tous ceux qui sortent avec ils veulent alternance. C'est déjà heureux qu'on ne confonde plus tous ceux qui sortent avec ils veulent alternance. Ensuite, je voudrais dire ceci. Monsieur Lamine tient le discours que nous tenons en Afrique qui fait que nos frères meurent dans des bateaux en train de chercher à aller en Europe. La galère et la misère en Europe dépassent celle de l'Afrique. Et je peux vous donner des cas. Lorsque quelqu'un, sous prétexte d'être sans papier, un homme, parce que la police passe dehors, son patron va demander à lui pénétrer l'anus, excusez du peu, je veux le dire de façon grossière pour qu'on comprenne. Et quand il refuse, il va le remettre à la police. Et il doit accepter d'être violé comme ça tous les jours. Quand la police passe pour un salaire de misère, ne me dites pas que c'est mieux qu'en Afrique. Personne ne fait ça en Afrique. Donc ne continuons pas de dire aux gens qu'en Europe c'est mieux. C'est pire qu'en Afrique. Regardez nos frères qui après 30 ans, 40 ans, 50 ans viennent en Afrique. Ils sont dans l'alcool. Ils sont dans la dépression. Alors disons à nos frères, il fait mieux vivre en Afrique qu'en Europe. Monsieur Lamine, tout ce matin, a été prévenu qu'il y a une émission. En peu de temps, il a rallié Sika TV pour animer l'émission. En France, il aurait cherché un métro. Il pouvait se tromper de métro, aller se retrouver dans un autre quartier et après, il doit chercher un autre métro. En France, tout le monde bûche le trajet des métros. En Afrique, personne ne bûche le trajet des métros. Donc vraiment, la galère là, je vous assure, la galère en Europe et aux États-Unis est pire que la galère en Afrique. Disons-le à nos frères, pour qu'ils fassent 10% de l'effort qu'ils font en France, en Afrique, et ils s'en sortiront. Donc ne disons pas que la misère en Afrique est supérieure. Ensuite, on dit être ministre, tout le monde fête. Dans le pays qui m'a vu naître, aujourd'hui, les ministres ne fêtent plus leur nomination. Ensuite, tous les ministres ne sont plus milliardaires dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc, disons le qu'il y a de bien en Afrique et reconnaissons qu'il y a pire ailleurs aussi. Sinon, nous faisons mal à nos jeunes qui vont croire ce discours, courir, mourir dans la Méditerranée et aller se retrouver là-bas dans des situations pires que chez nous ici. Mais non, il faut que je réponde à cela parce qu'il a détourné complètement ma communication et il a fait une autre communication par rapport à ça. On ne peut pas laisser passer ça. Moi, je suis un acteur de l'intégration, un acteur de lutte contre la migration clandestine. Et j'ai beaucoup animé des ateliers sur ça. Et j'ai fui le président de l'Union des ressortissants de la CEDEAO pendant 17 ans. Et dans notre programme, c'est de montrer aux populations que l'Afrique est un paradis terrestre. Au lieu d'accumuler 1 million, 2 millions, aller en France, etc. Ces 2 millions constituent un capital qui peut vous enrichir. Nous avons travaillé sur ces trucs-là. Mais ce n'est pas de cela que je parle. Je parle du pauvre africain, la différence qu'il y a entre le pauvre africain et le pauvre français. C'est là, la différence là se trouve là. J'ai dit le pauvre français, au moins, il a des allocations sociales par mois. Que l'État ce qui n'est pas le cas en Afrique. Ce qui n'est pas le cas en Afrique. Et ensuite, j'ai dit, là-bas, au moins, s'il y a la démocratie, on respecte. Le gouvernement français respecte sa population. J'ai dit, chez nous, là, on nous gruge
on nous détourne, on s'enrichit. Pourquoi le pognon ne solve pas sur ça là? Il prend sur... Non, quand même. Tu as détourné la communication. Ce que j'ai dit et ce que tu as dit, c'est totalement différent. Je n'ai pas dit encourager les gens d'aller en Europe. J'ai toujours dit aux gens de rester ici. Pourquoi? Mais moi, je suis ici. Je connais toute l'Europe. J'ai fait partout, j'ai fait là-bas, je connais. On ne peut pas me l'enseigner parce que j'ai vécu, j'ai étudié là-bas. Alors, donc, le problème qui se pose est que je suis en train de te dire que la misère est partout dans le monde où chacun a son pauvre et son misérable. En Afrique, notre misérable, notre pauvreté, nous sommes dans la misère. J'ai dit le pauvre français est encore vit mieux que le pauvre africain, d'autant plus que eux, il a certains privilèges. Mais chez nous, on nous met dans des conditions de misère. C'est pourquoi les gens se disent qu'ils préfèrent aller mourir en mer. Est-ce que tu as vu les Français se mettre dans les bateaux pour aller mourir en mer, pour aller en Afrique? Nous voulons que les dynamiques économiques changent en Afrique, de telle sorte que les Européens courent pour venir chez nous. C'est ce que nous aussi on cherche. Alors donc je crois que, Patrice, il y a une nuance. La nuance, vous l'avez relevée. De votre point de vue, je reste avec vous. Lamine Cissé, la Fondation Jacob Zuma estime qu'il faut s'opposer donc au fait que le procès soit virtuel. Selon vous, est-ce que c'est une bonne optique? Il réclame une audience physique, soit un report de la reprise du procès. Non, je crois que ils ont raison, parce que la virtualité a ses limites. Et il faut que le procès soit fait d'une façon... Il ne faut pas qu'il fasse ça en vase clos, c'est pas sérieux. Plus... Le Covid aidant, beaucoup de tribunaux aujourd'hui... Ils n'ont qu'à le relâcher pour le moment. Se voient par webinaire. Ils n'ont qu'à le relâcher, alors, et repousser le procès à une date ultérieure, en attendant de régler le problème de Covid. Selon vous, relâcher Jacob Zuma dans les conditions actuelles, c'est bon, selon vous? Mais je crois que relâcher ne veut pas dire que la justice a renoncé. Le relâcher, ça fait preuve de pragmatisme. C'est pour baisser un peu la tension et laisser les gens respirer. Mais la justice fera son travail. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que juger Jacob Zuma, il a été récalcitrant, etc., il a refusé. Mais la justice a montré que je suis au-dessus de tout. Je suis la loi, personne n'est au-dessus de la loi. Cela est démontré, il n'y a aucun problème. Maintenant, il faut le juger dans les conditions normales. Jacob Zuma n'a pas voulu que... Il ne faut pas que le jugement soit un jugement à vase clos. Les populations sud-africaines et les populations africaines voudraient savoir de quoi réellement on est en train de l'accuser. Mais il faut que la justice vraiment soit transparente et prenne les formes qu'il faut. S'il y a Covid là, ils n'ont qu'à le rester et lutter contre le Covid d'abord. Quand le Covid va finir là, ils vont l'amener. Patrick Ambon-Poyon, les soutiens de Jacob Zuma ont besoin et veulent une audience en présentiel, donc avec la présence des avocats qui sont prêts pour faire le job. C'est là les propos du porte-parole de Jacob Zuma. Au fait, je crois qu'on est en train de se bagarrer chaque fois dans ce genre de dossier ou autre chose. Vous avez suivi au Mali, l'ancien président Bandao est en résidence surveillée. Il a pris un avocat. L'avocat dit, avant même que je n'aille au tribunal, je vais d'abord saisir par les circuits, les coulisses, le président Goïta. C'est lui qui a pris cette mesure. Je veux l'aider à prendre d'abord une décision politique pour régler ça. S'il ne le fait pas, je vais le saisir par un courrier officiel pour lui demander de laisser les gens vaquer à leurs occupations. S'il refuse maintenant, je vais prendre la procédure judiciaire et déposer une plainte. Vous voyez, c'est ça la stratégie. Mais les avocats continuent de penser que tout est juridique dans des procès politiques. Non. Je crois que on fait virtuel, on fait présentiel, ça va changer quoi au procès? Ça va changer quoi au procès? Non, je crois qu'il faut que nos avocats... C'est vrai que les avocats n'ont pas fait suffisamment de prison aussi pour comprendre qu'un homme en prison, il vaut mieux trouver les voies de moyens pour le sortir que de faire les gros discours et la personne est toujours en prison. Parce que la justice va répondre quoi? Très bien, nous reportons donc le procès et il reste en prison en attendant. C'est ça qu'ils veulent obtenir?
Non, moi je crois qu'il faut un peu plus de stratégie dans les dossiers des avocats. Et je remercie et félicite Maître Konaté qui certainement vous a suivi sur Sika TV et qui a compris qu'il y a de la stratégie avant même le judiciaire. Parce que dans un dossier politique, le judiciaire, c'est le dernier recours. Puis donc, la justice va te donner raison, mais le politique risque de ne pas exécuter. Donc il faut mieux chercher d'abord à faire bouger le politique pour que la personne retourne en famille, pour s'occuper de sa famille, puis s'occuper de ses enfants, puis s'occuper de son conjoint. C'est ça le plus important. Mais on dit, ouais, pas virtuel, il faut présentiel, c'est pas ça qui va changer quelque chose. En Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa a pris la suite donc, de Jacob Zuma, accusé de corruption. Il y a eu beaucoup de manifestations qui ont appelé donc, et aidé, pourquoi pas, Jacob Zuma à quitter le pouvoir avant le terme de son second mandat. Ramaphosa, selon vous, est-ce qu'il a pris, on va dire, la mesure de la responsabilité? Est-ce que, selon vous, on est effectivement en train de lutter un peu plus contre la corruption en Afrique du Sud aujourd'hui? C'est ça l'ANC. Tu sais, c'est ça la puissance d'un parti qui est parti d'un combat pour un idéal et qui s'est installé au pouvoir. Tu sais, au sein de l'ANC, tu as vu les divisions qu'il y a, les clivages qu'il y a entre les anciens et les jeunes. Et les jeunes qui veulent, n'est-ce pas, avoir une autre façon de gouverner l'ANC. Et cette ANC-là, la relève, elle est assurée. Hein, parce que, vous voyez, les visions diffèrent. Les manières de combattre diffèrent. Jusqu'à présent, c'est les anciens qui sont là pour le moment. Mais c'est ça la force de l'ANC. L'ANC te met au pouvoir, il te surveille, tu ne fais pas. L'ANC fait la pression, il te descend, il te sort du pouvoir. Alors que la plupart de nos partis, nous, c'est les coalitions de ventre, quoi, chez nous. Bon, tu es là, je te soutiens, tu me donnes quoi? Mais là-bas, c'est pas comme ça. Là-bas, c'est un idéal. On est là. Bon, écoute, on regarde ce que tu fais. Si ça ne va pas, on fait la pression. Jacob Zuma, c'est son parti qui l'a débarqué du pouvoir. Donc, c'est le même parti qui est au pouvoir. Je crois qu'il doit comprendre que c'est une dynamique qu'ils ont inculquée, n'est-ce pas, aux militants, pour le dire, il faut la transparence, il faut, etc., etc. Mais moi, je salue cela. Si nous avons ces partis dans nos pays, là, je pense qu'un président ne peut pas se mettre au pouvoir et faire ce qu'il veut. C'est extrêmement important. Voilà, quelqu'un. Patrick Armand-Poyon, une lecture finale sur la situation, notamment au sein de l'ANC. Le parti va subsister. C'est un processus normal? Oui, le parti va subsister. Comme je l'ai dit la dernière fois, le plus important, c'est que Nelson Mandela vive non seulement dans l'ANC, mais qu'il vive dans tous les partis politiques en Afrique du Sud, en Afrique et dans le monde, et que ce qui se passe dans l'ANC se passe dans tous les partis politiques. Ça ira, Dieu bénira l'Afrique du Sud, Dieu protégera l'Afrique du Sud, le meilleur est à venir. Des motifs d'espoir donc pour le peuple sud-africain. Merci à vous. Vous êtes Patrick Armand-Poyon, professeur émérite en coaching intégral, président de l'association Fiat Monde. Face à vous aujourd'hui, Lamine Cissé, écrivain expert en communication politique. Le débat a été très intéressant. Merci de nous avoir suivis et merci de nous rester fidèles sur Angle de Vue et sur Sika Télévision. À très bientôt pour l'autre numéro de votre émission. If they want to get you, they'll get you. Restez informés à chaque instant sur Sika.